La loi évolue, mais on peut se dire qu'il y a une trame qui change jamais vraiment et effectivement, c'est une sécurité pour l'avenir. Mais voilà, au même titre qu'on investit, dans un comptable, qu'on investit dans un community manager, effectivement, ça c'est des sommes à sortir, mais on estime effectivement que sur le long terme, c'est quand même bénéfique pour l'activité, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Clés du Gîte, le premier podcast à donner la parole à des propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes. Je m'appelle Laura et je suis moi-même gérante du gîte Le Moulin de Bernard depuis janvier 2019. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir chaque premier jeudi du mois le témoignage d'un hôte en activité. Ensemble, nous retraçons son parcours, ses difficultés, les obstacles auxquels il a été confronté, mais aussi ses réussites pour vivre de sa passion au quotidien. J'invite également à mon micro tous les troisièmes jeudis du mois un expert qui nous partage ses connaissances et recommandations pour que vous ayez toutes les clés en main pour lancer votre projet. Les Clés du Gîte, c'est le podcast qui vous accompagne en faisant de nos expériences votre réussite. C'est parti pour l'épisode du jour. Clarté, légalité, sérénité, ce sont les trois valeurs définissant la vision de Cindy Hérault, mon invitée du jour. Cindy est avocate en droit des affaires au barreau de Toulouse et a créé son propre cabinet. Depuis 2019, Cindy vous accompagne dans tous les aspects juridiques relatifs à votre entreprise. J'ai voulu construire cet épisode comme un tour d'horizon des principaux enjeux légaux de notre activité. Comme elle se définit elle-même, Cindy est sans chichi et bienveillante. Elle rend le droit accessible à tous et modernise ce métier qui souffre encore aujourd'hui d'une mauvaise réputation et que nous avons facilement tendance à diaboliser. C'était un plaisir d'échanger avec Cindy et je suis très heureuse de vous proposer ce nouvel épisode qui, j'en suis certaine, vous aidera à appréhender le droit d'une nouvelle façon. Je laisse place à ma conversation avec Cindy Hérault, avocate des entrepreneurs, et vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour Cindy, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un épisode consacré à l'aspect légal de notre activité de gîte ou de maison d'hôte. Avant toute chose, puis-je vous proposer de vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Bonjour Laura. Écoutez, merci beaucoup de m'accueillir sur votre podcast. Je suis ravie de pouvoir apporter mon éclairage à vos problématiques. Je m'appelle Cindy Hérault et je suis avocate à Toulouse, principalement en droit des affaires. Pour mon parcours un petit peu, d'abord, je suis originaire des Alpes-Maritimes, tout pile la portion qui vient d'être reconfinée. Euh, j'ai fait mes études à Sciences Po, du coup, je suis vraiment partie d'un domaine qui avait rien à voir au départ avec le droit et j'ai bifurqué en master vers le droit. Au départ, j'avais un peu envie de travailler dans les droits de l'homme et puis en fait, après, j'ai pris goût au droit des affaires. Je trouve ça très stimulant intellectuellement, mais aussi très humain, surtout quand on travaille directement avec les créateurs d'entreprises. Du coup, je me suis formée dans plusieurs cabinets d'affaires et des grandes entreprises à Paris et ensuite à Toulouse. Et j'ai prêté serment en 2018 et j'ai fondé mon cabinet presque tout de suite après parce que j'étais prise d'indépendance. Super, et donc vous avez votre cabinet sur Toulouse, mais vous pouvez faire peut-être des consultations à distance, j'imagine, surtout dans le contexte actuel. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, effectivement, il y a des personnes qui aujourd'hui veulent surtout pas rencontrer en présentiel les avocats. Donc nous, on s'est adapté. Moi, je fais beaucoup de visio, beaucoup de rendez-vous téléphoniques. Euh, et en réalité, je suis assez avocat 2.0, donc j'ai des clients un peu partout en France, surtout grâce aux réseaux sociaux. Donc pas de souci pour les suivis uniquement à distance. Ça prend exactement la même forme qu'un suivi pas à distance, mais on se voit virtuellement. Et vous êtes aussi active sur les réseaux sociaux, puisque vous avez donc un compte où vous nous partagez le quotidien, pardon, et puis aussi des astuces un peu plus particulières. Oui, oui, j'ai un compte Instagram du coup que j'ai créé justement pendant le premier confinement l'an dernier, qui a été, je crois que ça a été l'occasion pour beaucoup de personnes de se lancer dans des choses qu'ils voulaient faire depuis un moment. Et moi, avoir un compte Instagram, ça allait tout à fait dans mon optique de rendre le droit plus accessible et puis de désacraliser aussi un petit peu tout ce domaine qui peut faire un petit peu peur. Et puis les avocats aussi, on peut faire un peu peur des fois. Donc Effectivement. donc ça me fait plaisir de pouvoir raconter un peu mon quotidien quand j'ai le temps. Et puis de toute façon, montrer à tout le monde que les avocats, c'est des gens comme les autres. Et que le droit, c'est pas si compliqué si on l'explique avec des termes que tout le monde comprend.
c'est ça. Il faut vulgariser un petit peu, ça, c'est un peu comme la compta, moi, je trouve. C'est un Oui, peu les complètement. les 2 points qui font peur. Oui, oui, mais parce que voilà, c'est aussi opaque. On sait bien que quand on cherche sur internet, on voit tout et son contraire. On n'est pas toujours sûr que ça s'applique à soi donc et puis on a toujours un jargon, les avocats, on aime bien l'utiliser, mais c'est pas forcément, c'est pas forcément au bénéfice des clients, on va dire, de s'exprimer toujours de cette façon-là. Effectivement. Alors, pour commencer par la base, quelles sont les différences entre maison d'hôte et gîte? Alors très simplement, en réalité, la maison d'hôte, ça va vraiment être, des chambres meublées qui sont proposées chez l'habitant pour accueillir des touristes, tandis que le gîte, ça va être un établissement indépendant. Vous n'allez pas habiter avec le propriétaire, de l'établissement, et un gîte, c'est une, du coup, location meublée, hem, qui peut dépasser plus de 15 occupants, ce qui n'est pas le cas d'une chambre d'hôte. Dès lors qu'on dépasse 15 habitants, on ne pourra plus se revendiquer chambre d'hôte. Donc c'est effectivement, c'est une question qui est importante parce que pour ce qui est de la suite, et d'ailleurs on va en parler, savoir dans quelle catégorie on se place, ça va permettre de nous éclairer sur quelles obligations on va avoir en termes de sécurité et en termes de capacité d'accueil. D'accord, alors on peut choisir d'être maison d'hôte, on peut avoir jusqu'à 5 chambres maximum et accueillir jusqu'à 15 personnes maximum, ou être un gîte. Donc là, on n'habite pas sur les lieux, c'est souvent en gestion libre. On peut demander de la demi-pension, mais c'est pas obligatoire. Oui, c'est ça, c'était aussi un aspect en plus, c'est que la maison d'hôte, il y a vraiment des prestations en plus qui doivent être données, notamment le petit déjeuner, la fourniture de linge de maison, qui, quand on exploite un gîte, on n'est pas obligé de fournir ces prestations. Tout à fait. Et on bascule aussi sur des capacités d'accueil qui sont différentes si on est en gîte, avec la limite de 15 personnes toujours, ou au-delà, on passe en ERP, en établissement recevant du public, ce qui concerne les commerces par exemple, et ça implique beaucoup plus de normes en termes d'incendie et autres. Pour ce qui est des capacités d'accueil, effectivement, lorsqu'on va être en dessous de 15 personnes, on va pouvoir être soit une chambre d'hôte, soit un gîte en fonction de si on propose des prestations accessoires en plus de l'hébergement ou pas, comme on a dit tout à l'heure. Dès lors qu'on dépasse 15 personnes, euh, on peut être un gîte, on ne peut plus être une maison d'hôte, on peut être un gîte et on rentre dans la catégorie des établissements recevant du public. Pour calculer l'effectif maximal qu'on peut admettre au sein de son établissement, en fait, il faut tout simplement regarder le nombre de personnes qui peut occuper les chambres ou les appartements dans des conditions d'exploitation normales. Typiquement, un gîte, vous allez regarder le nombre de couchages. Et du coup, en fonction de cette capacité que vous avez, vous allez ou pas devoir respecter un certain nombre d'obligations afférentes aux établissements recevant du public. Euh, je précisais tout de suite qu'on ne fait pas ça pour vous embêter, enfin c'est pas on, c'est le gouvernement ne fait pas ça pour vous embêter et pour vous empêcher de développer votre activité comme vous voulez. C'est simplement que lorsqu'on a un établissement et qu'on a un certain nombre de personnes à l'intérieur, il faut s'assurer que ces personnes vont pouvoir s'évacuer correctement en cas d'incendie, en cas de tout problème qui affecterait la solidité du bâtiment, etc. Et on en parlera un peu plus loin. Si on n'a pas respecté ces obligations, s'il y avait trop de gens au sein de l'établissement, vous allez pouvoir, vous, engager votre responsabilité civile ou pénale, ou les deux, souvent les deux, euh, parce que vous n'aurez pas respecté du coup vos obligations. Très bien. Est-ce qu'on peut à la fois être chambre d'hôte et gîte? Est-ce que si j'ai, un petit hangar, à côté de ma maison, d'hôte, que je souhaiterais aménager en gîte, est-ce que c'est possible de cumuler les 2? Oui, ça va être deux activités simplement qui vont être déclarées différemment. Mais non, a priori, à partir du moment où c'est deux bâtiments distincts, il me semble qu'il y a une distance minimale à respecter. Je crois que si les deux bâtiments sont à plus de 5 mètres l'un de l'autre, ça va être deux établissements distincts. S'ils sont à moins de 5 mètres l'un de l'autre, là par contre, c'est considéré par la réglementation comme un seul et même établissement. Donc ça va dépendre de la configuration en fait. Voilà, toujours demander son avis à la mairie, demander son avis au conseil départemental compétent et puis à un avocat si finalement les choses sont toujours pas claires. Mais il faut vraiment anticiper sur ce point parce que c'est pas un point sur lequel on peut se permettre d'avoir tort, on va dire. Quelles sont les obligations de l'hébergeur pour ouvrir une maison d'hôte ou un gîte? Alors du coup, elles vont être très nombreuses, donc ça va être compliqué d'en donner une vue synthétique. Faut garder en tête qu'évidemment, dès lors que c'est une activité commerciale, vous allez devoir déjà souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, non seulement pour votre entreprise,
en tant qu'exploitante de la maison d'hôte ou du gîte, mais aussi pour protéger vos locaux et pour protéger vos biens professionnels. Euh, Ensuite, vos obligations vont en réalité dépendre de la capacité maximale d'accueil de votre établissement. Lorsque vous allez avoir des établissements qui reçoivent 15 personnes ou moins, comme on disait tout à l'heure, maison d'hôtes ou gîtes, on n'est pas dans la catégorie des ERP. Donc, on va avoir des obligations qui sont en réalité fixées par la réglementation applicable à l'habitation. Ce n'est pas tout à fait la même réglementation, elle est moins contraignante. On disait tout à l'heure, du coup, nombre maximal de 5 chambres, avec une capacité maximale d'accueil de 15 personnes. Mais pour toutes les autres obligations, on va être sur des règles de base en matière d'hygiène, de sécurité, de salubrité de l'habitation. Il va falloir l'accès à une salle d'eau et à un WC, mais voilà, globalement, on ne va pas avoir toutes les autres obligations qui vont s'appliquer à des établissements de plus de 15 personnes. On a quand même un système de détection incendie qui est obligatoire pour rester synthétique. Dès lors qu'on dépasse 15 personnes et qu'on rentre dans la catégorie des établissements recevant du public, là, on commence à avoir une panoplie d'obligations qui vont venir s'ajouter. Tout d'abord, il va falloir déposer une demande d'autorisation d'ouverture de l'établissement auprès de la mairie, avec un certain nombre de documents, notamment si vous avez dû effectuer des travaux, il y a pas mal d'attestations à fournir. Une attestation d'accessibilité, ça on en parlera un petit peu plus tard peut-être, l'accessibilité par rapport aux personnes handicapées. Il va falloir également du coup respecter un certain nombre d'exigences en matière de sécurité incendie. Et là, il y en a vraiment toute une myriade. C'est le règlement de sécurité qui a été approuvé par l'arrêté, je recherche la date, un arrêté de 1980, du 25 juin 1980, qui va venir lister ces innombrables obligations, mais on a par exemple certains critères de résistance au feu à respecter dans la construction en fonction de la configuration du bâtiment, des issues de secours, des murs et des planchers coupe-feu à installer pour séparer l'établissement des locaux où il y a des tiers, par exemple. Il va falloir que tous les systèmes de détection d'incendie, de désenfumage, toutes les installations électriques soient évidemment aux normes, mais aussi vérifiées par des organismes agréés. Il faut un extincteur portatif qui est installé, un minimum d'un appareil par 300 mètres carrés et par niveau. Il faut que les établissements soient accessibles de l'extérieur aux services de secours. Voilà, les issues de secours, on en parlait, qui doivent permettre une évacuation rapide et sûre de l'établissement. Et par exemple, quand il y a des escaliers, il faut que les escaliers soient continus jusqu'au niveau qui permet l'évacuation vers l'extérieur. Voilà, ça c'est pour une vue synthétique, mais effectivement, il y a énormément de choses qui viennent s'ajouter dès lors qu'on est un ERP. Et il faut vraiment se faire accompagner par un professionnel, si on fait des travaux, un professionnel de la construction qui s'y connaît vraiment en ERP, et faire un audit vraiment global de toutes vos obligations pour être sûr de ne pas rater quelque chose. Parfait. Il y a aussi la déclaration en mairie, juste ça, qui concerne les 2 types Oui, c'est d'hébergement ça, tout et à fait. qui est très simple. On demande en mairie un modèle, on peut même, y accéder, sur internet en ligne et je crois on peut même déclarer désormais, en ligne directement, auprès de sa mairie. Oui, ils ont dématérialisé. Alors, quels documents contractuels sont obligatoires, en tant qu'hébergeur? On va dire que le contrat est forcément obligatoire, ou en tout cas fortement recommandé de toute façon si vous voulez sécuriser votre relation avec votre client. Après, il va pouvoir prendre plusieurs formes en fonction de surtout votre modèle économique et la façon dont les réservations se font. On n'est pas forcément sur un contrat de location en bonne et due forme signé par toutes les parties. On peut tout à fait envisager, si vous prenez des réservations sur votre site internet, par exemple, qu'il y ait plutôt des conditions générales de vente qui vont accompagner la commande. Et à l'opposé, si, je sais pas, vous prenez les réservations par téléphone et vous préférez faire signer en version papier sur place, ça peut tout à fait être un contrat de location meublée, saisonnière. Voilà, c'est vraiment à adapter selon le modèle économique que vous avez choisi de retenir. Donc la forme va pouvoir changer. Par contre, le fond, en général, ça va souvent être la même chose, hein. On va évidemment rappeler le prix de la réservation, les équipements qui sont mis à disposition. Le dépôt de garantie, c'est une possibilité, c'est quelque chose qu'on peut prévoir.
c'est pas obligatoire parce qu'en réalité, c'est là pour protéger le professionnel. Donc c'est plutôt fortement recommandé, si vous êtes professionnel, d'en mettre un en place en fonction des durées des locations que vous avez prévues. Si vous avez des personnes qui viennent pour une nuit, ce sera peut-être pas, très pertinent. Si vous avez des personnes qui louent pour 2 semaines, là, tout de suite, ça peut prendre tout son sens. Et de la même façon, pour les locations saisonnières, on recommande, même si c'est pas obligatoire, de faire un état des lieux à l'entrée et à la sortie, pour vous, en tant que professionnel, vous protéger puisque du coup, vous aurez une preuve des choses qui ont changé entre l'entrée et la sortie et des choses que vous allez pouvoir mettre à la charge de votre client. Donc ça, c'est pour vraiment les documents qui sont recommandés, on va dire, parce que, il y a beaucoup de personnes qui opèrent sans contrat, c'est juste pas du tout sécurisant. Vous, la seule vraie obligation que vous avez en réalité, c'est d'afficher vos prix. Tout le reste, d'afficher vos prix, on en parlera d'ailleurs un peu plus tard. Hem, mais tout le reste, ça va vraiment être modulable en fonction de vous, des choses sur lesquelles vous voulez être protégé et en fonction de la façon dont votre relation client se déroule et cetera. Oui, parce qu'en fait, il faut toujours imaginer le pire, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses et je me dis Ouais. toujours: «Qu'est-ce que j'ai pour pouvoir éprouver ma légitimité et pouvoir, mettre, peut-être le locataire face à ses responsabilités aussi?» Et effectivement, ces documents-là, le contrat de location ou mes conditions générales de vente ou même l'inventaire que je fais en état des lieux et autres, j'imagine sont, les outils qui me permettront de me défendre. Absolument, absolument. Et effectivement, il faut toujours envisager le pire, même si c'est pas très agréable et qu'on préférerait faire confiance, aveuglément. Mais en réalité, c'est sûr que déjà d'un point de vue commercial, le fait d'avoir un contrat, tout de suite, on vous prend davantage au sérieux. Parce qu'on se dit: ben vous avez pensé à toutes les éventualités, vous avez posé un cadre et vous faites ça de façon rigoureuse et ça va vous donner une crédibilité supplémentaire, face aux clients et effectivement, ça va vous donner un cadre de référence si jamais il y a un problème et malheureusement, en matière de location, il y a quand même souvent des problèmes, avec des locataires qui font peu attention, à ce qu'on leur loue. Donc ces documents sont pas obligatoires, mais fortement recommandés. Est-ce que pour autant, on peut on peut mal les rédiger, seul? Est-ce que j'imagine que peut-être il y a des tournures de phrases ou des choses qu'on ne peut pas dire ou pour lesquelles on se tire une balle dans le pied si c'est mal formulé? Oui, ben oui, malheureusement, le droit, c'est un métier, hein. Donc il y a plusieurs choses. D'une part, il y a, beh, des potentielles clauses que vous allez insérer qui seront peut-être pas légales. Vous pensez que vous vous êtes bien protégé et en fait, le droit, a reconnu que c'était des clauses abusives et donc en fait, vous vous rendez pas compte, mais vous allez même pas pouvoir vous en prévaloir, en cas de litige. Et il y a évidemment effectivement le risque que vous employiez des mots qui aient pas tout à fait le sens que vous pensez qu'ils ont ou alors parce qu'encore une fois, c'est un métier, qui y ait des contradictions au sein de votre contrat que vous n'ayez pas vraiment réalisées. Et là, par contre, le jour où il y a un litige, et si jamais vous avez un avocat en face, vous pouvez être sûr qu'ils vont Il s'en donner saura à cœur joie démonter tout pour notre absolument, pour relever toutes les petites incertitudes, inexactitudes, tous les doutes sur l'interprétation qu'il faut donner au mmh. contrat. Donc, évidemment, et c'est pas à la portée de tout le monde de confier une rédaction de contrat à un avocat euh, financièrement, mais si vous voulez inscrire votre activité dans la durée, c'est quand même une bonne idée de faire ça par un professionnel. Honnêtement, je suis la première à dire j'aimerais que tout le monde puisse faire du droit et rédiger ses contrats. Mais à chaque fois que je suis amenée à relire le contrat que quelqu'un a déjà rédigé, je m'aperçois à quel point c'est un métier. Oui En toute, et en toute bienveillance, évidemment, mais c'est vrai que c'est. Voilà, justement, en termes de budget, combien ça représenterait, par exemple, de faire appel à vous pour, un contrôle ou peut-être, oui, carrément la rédaction d'un contrat de location type, de nos, conditions générales de vente et peut-être, d'un inventaire, type aussi, oui, ouais. Bah, le budget varie en réalité en fonction des ressources. Nous, en tant qu'avocats, on est obligé de s'adapter aussi aux capacités financières, du client, bon, dans une certaine mesure évidemment, hein. Et ça va beaucoup dépendre aussi du cabinet d'avocats en fonction de leur niveau d'expérience en termes dans leur carrière, j'entends. Hem, Moi, dans mon cabinet, par exemple, pour des conditions générales de vente, le budget moyen, il est autour de 800 €. Et le budget, moyen pour un contrat de location ou de prestation de service, où je fais un modèle en réalité avec des clauses modulables et cetera, on est dans les 650 €, hors taxe. Hem, ça peut paraître important comme budget,
Une fois que ça l'est pas tant que ça si on compare par exemple à un budget pour développer un site internet. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous, en fait, on calcule en fonction des heures de travail qu'on estime devoir y passer. Et moi, des conditions générales de vente, pour vraiment faire du sur-mesure, j'y passe au moins 10 heures, quoi. Donc en réalité, quand on ramène ça au taux horaire, on est plutôt sur quelque chose de raisonnable pour ce type de prestation. Mais je pense qu'il faut aussi le voir comme un investissement puisque c'est quelque chose qu'on va utiliser, toute la vie de notre activité normalement et effectivement on le fait une fois pour toutes et mais après on a la sécurité de et la confiance d'avoir, des documents qui sont, légalement, parfaits, quoi. Bien sûr. Alors, faudra pas hésiter à les faire revoir de temps en temps parce que la réglementation, elle évolue, la loi évolue, mais on peut se dire qu'il y a une trame qui change jamais vraiment et effectivement, c'est une sécurité pour l'avenir. Mais voilà, au même titre qu'on investit, dans un comptable, qu'on investit dans un community manager, effectivement, ça, c'est des sommes à sortir, mais moi, j'estime effectivement que sur le long terme, c'est quand même bénéfique pour l'activité, quoi. J'avais une question plus particulière sur le dépôt de garantie. Je vais prendre mon expérience. Effectivement, donc je demande, une caution à l'arrivée de mes locataires et je leur remets lors de l'état des lieux de sortie. Sauf que, très souvent, je constate des dégâts après leur départ parce que, quand je fais le ménage, forcément, je remue plus les choses que je n'avais fait pendant l'inventaire, d'état des lieux de sortie. Parce que je vais pas commencer à regarder vraiment dans le détail comme je le fais pour le ménage. Est-ce que je pourrais éventuellement faire une clause ou, je ne sais pas comment l'appeler, mais demander à ce que la caution soit, rendue peut-être 7 jours après, leur séjour, histoire de me prémunir d'éventuels dégâts que je constaterai plus tard que leur départ? Alors, le problème est pas tellement sur, le délai, dans lequel vous allez rendre le dépôt de garantie, mais plutôt la façon dont vous allez constater les dégâts. Parce qu'un état des lieux de sortie, il a toute sa validité dans la loi parce qu'il est contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a les 2 parties qui sont présentes. Et j'entends qu'effectivement, c'est pas forcément très agréable de devoir faire quelque chose dans le détail quand le client est là. Malheureusement, tout ce que vous allez pouvoir relever vous toute seule de votre côté, sans que le client le voie aussi et signe sur l'état des lieux que lui aussi l'a vu, vous allez peut-être avoir du mal à l'opposer au client. Il risque d'y avoir une contestation et vous n'aurez pas d'éléments pour prouver qu'effectivement c'est le client qui l'a fait. Parce que dans la situation, voilà, dans l'hypothèse la plus absurde, on pourrait imaginer que c'est vous qui venez de causer un dégât pendant que vous Mmh. faites le ménage. Oui, oui, bien sûr. Et effectivement, là, devant un juge, il n'y a aucun juge qui condamnerait le client à réparer des dégâts qui sont survenus dans ces conditions et qui n'ont pas été constatés par les 2 parties. Donc vous pouvez le prévoir, effectivement. Vous pouvez prévoir de rendre ça un petit peu plus tard, notamment s'il y a des devis à faire, par exemple pour des réparations ou pour des remplacements d'équipements. Vous pouvez prévoir de rendre le dépôt de garantie plus tard, dont vous aurez déduit, les montants des devis, par exemple. Mais malgré tout, quels que soient les dégâts et les remplacements, et cetera, à faire, il faudra que ça ait été constaté sur l'état des lieux de sortie. Conseillez-vous de demander une attestation d'assurance villégiature au moment de la signature d'un contrat de location? Moi, je pars du principe à chaque fois que mes locataires ont une assurance, je leur demande pas de me le prouver, mais est-ce que effectivement, ce serait quelque chose que je peux demander et qui serait peut-être, pertinent? Je pense que ça va vraiment dépendre de la durée des locations que vous faites. Si on est sur des gîtes où les personnes viennent pour 2 mois, par exemple, effectivement, ça peut être utile. C'est utile parce qu'effectivement, au moins, vous savez que vous avez un organisme derrière qui va éventuellement avoir les fonds, pour vous payer en cas de dommages matériels. Après, effectivement, ça rajoute un critère, de sélection, on va dire, du client et d'acceptation. Il faudra bien mettre en place un «process» entre guillemets pour être sûr de vérifier cette pièce-là avant les réservations et ce qui est, assez évident, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui l'auront pas. Donc si vous comptez louer seulement pour une nuit, par-ci par-là, des chambres, ça peut peut-être être quelque chose d'assez lourd qui va fermer la réservation à un certain nombre de personnes. Donc, va vraiment falloir apprécier les enjeux au cas par cas. Pour des locations longues, moi, je le recommanderais, hem, mais peut-être pas, voilà, pour des locations plus courtes, quoi. D'accord. J'ai lu qu'on pouvait être exonéré de la taxe de séjour, dans quel cas? Est-ce que c'est possible? Et quels sont les risques si on ne déclare pas, certains séjours, auprès de notre commune? Oui, on peut en être exonéré, mais vraiment les conditions sont très, très strictes. Ça va pas concerner beaucoup de personnes.
Ah zut! Hem, ça va concerner des personnes qui sont âgées de moins de 18 ans. Ça va concerner, alors il faut vérifier avec votre conseil municipal, parce que chaque conseil municipal doit fixer en principe, un loyer, plancher, en tout cas un prix de location plancher, en dessous duquel aussi il peut y avoir une exonération de la taxe de séjour. Ça va dépendre des mairies du coup. Si vous hébergez des travailleurs saisonniers qui sont employés par la commune, vous pouvez être exonéré. Mais globalement, voilà, ça s'arrête à ça pour ce qui va concerner les gîtes, quoi, les chambres d'hôtes. Et le risque, voilà, je ne suis pas experte en fiscalité, mais je pense qu'on peut tous se douter que si on fait une déclaration fausse ou qu'on oublie opportunément de déclarer certaines personnes, le risque, il n'existe évidemment qu'en cas de contrôle fiscal. Je sais qu'il y a eu un moment où voilà, les mairies se plaignaient de ne pas avoir les moyens de beaucoup faire ce genre de contrôle. Mais voilà, je dis ça comme ça. En réalité, effectivement, si vous omettez de déclarer certaines personnes, vous encourez une amende. Déjà une régularisation, et ensuite une amende qui peut être assez importante. Elle peut monter jusqu'à 12 000 €, pour des inexactitudes et des omissions sur les déclarations. Ou pour une personne que vous n'auriez pas déclarée, vous pouvez vous prendre 750 € d'amende. Voilà. C'est modulable de toute façon. Pour 95 centimes qu'on n'a pas déclaré, c'est un peu Ouais. c'est un C'est peu quand même bête. cher payé, ouais. C'est quand même cher payé. Bon, l'amende va être modulée du coup en fonction de la gravité de la fraude, on va dire, Oui. mais voilà. Après, voilà, je veux dire, c'est la même, le risque est le même en réalité que quand on se gare à une place de stationnement sans payer. Soit on aime le risque et on se dit, bah tant pis, si je me prends une amende, je la paierai. Euh, Soit on préfère faire les choses dans les cordes pour être sûr de ne pas être embêté. C'est un choix personnel, on va dire. En ce qui concerne la fiche de police pour les clients de nationalité étrangère, est-elle toujours obligatoire? Oui, c'est pénible, mais oui. C'est par personne. Après, le professionnel peut remplir la fiche à la place, du client, s'il a les informations nécessaires, qu'il les a obtenues pendant la réservation. Mais il faut vraiment que ce soit signé, dès l'arrivée, par le client, et surtout, il faut les conserver, pendant 6 mois. Il faut les conserver pendant 6 mois, ces fiches, et les remettre à la police si elle les demande. On n'est plus obligé maintenant de les transmettre, automatiquement, mais il faut en garder la trace. Et on en vient à l'affichage des tarifs dont on parlait tout à l'heure. Quelles sont nos obligations face à ça? Alors, il y a plus d'obligation, déjà, pour commencer par là, d'afficher à l'intérieur des chambres. Là, on parle gîte et chambre d'hôte ou est-ce qu'il y a une distinction entre les 2 établissements? On parle des 2 là, D'accord. gîte et chambre d'hôte. Et il y aura simplement du coup une obligation, d'afficher, au niveau de la réception, donc là où vous accueillez la clientèle, le prix malgré tout, mais des chambres, le prix des prestations, le prix de la table d'hôte s'il y en a une, et puis les éventuels, services, annexes, s'il y a internet, s'il y a le petit déjeuner et cetera, qui est inclus. Il faudra l'écrire également, et cet affichage, et puis le montant de la taxe de séjour aussi. Et cet affichage, il faut également qu'il soit, à l'extérieur, à l'entrée du bâtiment, pour que le client puisse en prendre connaissance en arrivant. Et puis voilà, la loi s'est aussi adaptée, aux nouvelles technologies. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va arrêter d'appeler ça des nouvelles technologies, mais la loi s'est adaptée. Oui, c'est vrai. C'est plus tellement nouveau à ce stade. Lorsque vous avez un processus de réservation en ligne également, vous avez une obligation d'affichage, entre guillemets, où il faut vraiment que tout au long du processus de réservation en ligne, le client puisse avoir connaissance de l'intégralité de ses informations et du prix complet, des prestations qu'il a réservées. Et si on n'affiche pas, qu'est-ce qu'on encourt? Vous encourez, Je crois que tout le monde a compris que je n'avais pas du tout affiché mes tarifs. alors déjà vous encourez, évidemment que si vous avez un contrôle, hein, on le répétera jamais assez. Mais ça peut, bah, c'est une amende, hein, c'est une amende par la mairie. Classiquement, je crois qu'on est dans les, je sais plus la fourchette. Il me semble qu'on est entre 500 et 2 000 €, quelque chose comme ça, en fonction. Voilà. Donc ça reste désagréable, hein, Ah bah oui, d'accord, je vais faire, je clairement. vais imprimer mon petit ouais. Alors, quels sont les dispositifs de sécurité qui sont exigés par la loi? Alors j'entends là, en termes d'incendie, mais aussi pour les piscines. Alors, du coup, les dispositifs de sécurité, incendie, effectivement, je ne sais pas si on va vraiment rentrer plus dans les détails que ce que j'ai fait tout à l'heure.
puisqu'on a compris qu'il y avait beaucoup de différentes petites obligations sur plein d'aspects de la construction du bâtiment et de la configuration du bâtiment en ERP, hein, s'entend. Pour ce qui est des piscines, on est sur des obligations qui sont en fait les mêmes que pour un particulier, c'est-à-dire qu'il faut éviter que quelqu'un puisse tomber dans la piscine et s'y noyer sans qu'évidemment on le voit ou on l'entende. Donc il faut une alarme, il faut une clôture. Il faut une clôture où il faut un dispositif, il faut quelque chose par-dessus la piscine pour éviter que quelqu'un puisse s'y noyer. Donc ça peut être une bâche, ça peut être... Il y a plusieurs dispositifs possibles, quoi. Mais effectivement, on ne peut pas juste laisser la piscine comme ça à l'air libre. On risque trop d'engager sa responsabilité. Et justement, s'il y a un accident, quelle est la responsabilité retenue? Ouais, alors du coup, évidemment, accident, c'est un mot large, hein. Oui, Donc accident, on pense à quoi vous pensez? Vous pensez nécessairement à un incendie ou vous bah, pensez justement à les juste 2. Je quelqu'un qui pensais tomberait dans les à un escaliers? incendie ou peut-être un accident d'un enfant, qui tombe de quelque part ou qui tombe dans la piscine justement, ou qui tombe, Ouais. peut-être d'une fenêtre ou d'un muret, j'en sais rien. Ouais, ouais. Bah, en fait, ça va être hyper compliqué comme question parce que, ça va, qu'est-ce que j'allais dire? Ça va énormément, dépendre de qui est impliqué dans l'accident et ça va dépendre, mais de quel équipement est impliqué dans l'accident, si c'est la piscine, si c'est une chute dans les escaliers, si c'est, quelqu'un qui se blesse en s'évacuant dans le cadre d'une alarme incendie. Pour chacune de ces configurations possibles, vous, en tant qu'hébergeur, vous allez avoir un certain nombre d'obligations de sécurité, et lorsqu'il va y avoir une enquête ou lorsqu'il va y avoir un procès, vous allez devoir démontrer que vous avez respecté toutes vos obligations en matière de sécurité ou que vous n'avez pas laissé traîner des choses, des produits sur le sol qui faisaient glisser ou que vous n'avez pas. Enfin voilà, de toute façon, c'est assez classique. On va regarder si vous êtes responsable au moins en partie de l'accident, soit parce que vous aurez été négligent sur certaines choses, même en dehors de vos obligations de sécurité, etc. Soit parce qu'effectivement, vous aurez manqué à vos obligations au titre du règlement de sécurité dont on parlait tout à l'heure, avec un dispositif de détection incendie, par exemple, qui ne marchait pas, ce genre de choses. Donc, on va vraiment venir regarder si vous avez tout bien fait. Et en parallèle, eh bien, typiquement pour un enfant, même si c'est pas très drôle, mais les parents sont responsables aussi de leur enfant. Donc, ce serait typiquement le genre de litige pas du tout marrant. On s'emploierait à essayer de voir est-ce que d'un côté l'hébergeur avait bien respecté toutes ses obligations et de l'autre côté est-ce que les parents il n'y a pas eu un défaut de surveillance. Donc ça va vraiment dépendre du type d'accident. Mais de façon générale, à partir du moment où vous aurez euh, bien fait un audit de toutes les obligations que vous allez avoir et vous aurez gardé une trace surtout de tout ce que vous avez fait, de tous les audits, de toutes les vérifications, des réponses que vous avez eues éventuellement de la mairie quand vous aviez un doute, des agréments que vous deviez peut-être obtenir, etc. Et que vous avez ce dossier bien complet, vous allez être d'autant plus capable facilement de prouver que vous, de votre côté, les obligations étaient respectées. D'accord. Gîtes de France nous met à disposition des documents et notamment une décharge piscine. Pour ma part, je l'utilise dès que la piscine, est en fonction. Je demande donc à mes locataires de me décharger de responsabilités, d'accidents qui se passeraient pendant leur séjour, en impliquant leurs responsabilités. Est-ce que légalement, on a le droit de faire ça? Est-ce que ça a un vrai, poids en cas de litige? Alors, je pense que ça va beaucoup dépendre de est-ce que la piscine déjà est à usage privatif ou est-ce que ça va avoir, est-ce qu'elle est à l'usage de tout le monde. À mon sens, ça vous dégagera jamais entièrement de votre responsabilité, notamment s'il y a des jeunes enfants qui, bien évidemment, les parents ont une obligation de surveillance, mais malgré tout, si vous, de votre côté, vous n'aviez pas mis en place les dispositifs qu'il fallait, la clôture, etc., euh, à mon sens, c'est le genre de décharge de responsabilité qui sert simplement à signaler aux clients qu'il faut avoir une attention particulière sur ce point-là. Mais devant un juge, c'est certain qu'on rechercherait quand même si vous avez respecté vos obligations réglementaires. Oui, mais je pense que ça effectivement, comme vous le dites, ça implique un peu plus, le locataire. Il prend conscience, des risques et rien que pour ça, je trouve que c'est important et voilà, ça l'engage aussi. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Mais effectivement, en fait, c'est une décharge peut-être, à la rigueur, ça va limiter peut-être l'indemnisation que vous devriez leur verser s'il y avait un dommage de leur côté. Mais pour autant, si on est dans une procédure pénale et qu'en plus de ça, on cherche à voir vous si vous avez respecté vos obligations, ça ne vous empêchera pas d'avoir une amende.
Ça ne vous empêchera pas d'avoir peut-être une fermeture administrative, ça ne vous empêchera pas d'avoir des sanctions qui vous sont propres, en fait. Oui, ça et eux, ça les empêche pas de porter plainte, Exactement. contre moi, effectivement. Ouais. À quelle réglementation sont soumises les tables d'hôtes? On est sur une réglementation assez, éclectique. Il va falloir aller chercher, dans le code du tourisme, dans le code de commerce, dans le code de la consommation. Il y a des petites dispositions un petit peu partout, ce qui est pas très pratique, heu, pour une personne qui voudrait avoir une vision globale. Mais globalement, du coup, la table d'hôte, ça va être la prestation qui vient en complément de l'hébergement, dans une chambre d'hôte. Et en termes, d'obligations, on va avoir des obligations, assez classiques dans la restauration. Ça va être d'informer, le client sur les prix pratiqués et ça va être de respecter en particulier les règles d'hygiène et de sécurité, alimentaire. Heu, Évidemment, là, on sort du seul hébergement, on s'intéresse beaucoup plus à la restauration en réalité. Et il faut éventuellement le déclarer si vous êtes en société, si vous avez créé une société pour exploiter votre activité, et que ça ajoute un volet, à votre objet social, par exemple, il va falloir le déclarer au greffe. D'accord. Il y a, je pense, peut-être des formations HACCP ou, des licences à obtenir si on souhaite, servir de l'alcool Oui, notamment, oui, oui, tout à ouais. fait. Pour servir de l'alcool, oui, la licence de restaurant ou de débit de boisson. Il va aussi y avoir une formation obligatoire à suivre si vous êtes susceptible de servir de l'alcool. Hem Et en revanche, bah, si boisson non alcoolisée, vous n'êtes pas obligé, en tant qu'exploitant d'hébergement, de disposer d'une licence nécessairement. Heu, si vous servez des boissons non alcoolisées comme accessoire, en fait, à la prestation d'hébergement, là, vous n'allez pas être obligé d'avoir une licence de restauration, par exemple. Mais dès lors qu'il y a de l'alcool, on ne peut pas y couper. Comment et par qui se faire accompagner pour connaître nos droits et nos obligations? Ah, c'est complexe. Par un avocat déjà pour faire un audit général de vos obligations. Mais la réalité, c'est qu'il faut, surtout contacter la mairie, pour être sûr de le conseil municipal peut avoir pris des arrêtés, qui vont déterminer certaines choses en plus et localement, du coup, ça peut varier. Et puis, comme on peut souvent le voir, malheureusement, on est aussi dans des domaines qui sont un peu à la frontière entre le droit et la politique, où, des fois, on va avoir, des réponses, qui vont peut-être varier d'une administration à l'autre aussi, même si ça ne devrait pas. Donc vraiment le premier interlocuteur, c'est l'administration, qui va pouvoir vous éclairer dans un premier temps et si ça reste pas clair, là, il faut aller vers un professionnel du droit. Est-il possible d'avoir, accès à des consultations gratuites auprès d'un avocat ou Alors c'est possible, mais pour être complètement transparent, les consultations gratuites, soit c'est au sein de centres d'accès au droit, c'est organisé par les ordres et en réalité les ordres des avocats, j'entends. Et en réalité, on a 20 minutes à accorder par personne. Donc autant vous dire que pour étudier le règlement de sécurité et vous dire exactement vos obligations, en matière de sécurité incendie, ça va être short. oui, c'est pas des questions, assez, basiques qu'on a besoin de Non, poser et qu'on peut élucider en 20 minutes donc je pense que la non, non. majorité du temps, en fait, on n'aura pas une aide, assez, Non. qu'on va juste nous dire: «Il faut que je potasse davantage le cas», quoi. Oui, voilà, exactement. Alors, après, il y a des avocats qui proposent des consultations gratuites et qui sont aussi inscrits sur les listes de consultations gratuites à l'Ordre des avocats. Je ne sais pas si vous savez, mais une fois par an, vous avez le droit d'appeler l'Ordre des avocats et de demander à avoir un billet pour une consultation gratuite et ils vous renvoient vers un avocat qui a accepté de s'inscrire dans ce dispositif. Ça peut être une bonne façon, entre guillemets, de tester un avocat pour voir s'il s'y connaît un peu et poursuivre plus tard avec lui. Mais la réalité, c'est que pour une prestation de cette étendue-là et une étude du cadre juridique de cette étendue-là, ça ne pourra jamais s'inscrire dans une consultation gratuite. Et dans notre cas, il faut faire appel à un avocat des affaires? C'est vraiment cette spécialité qui nous accompagnera le mieux? Alors, avocat en droit des affaires, pour moi, il y a un peu deux avocats complémentaires là-dessus, c'est soit en droit des affaires, soit en droit public. D'accord. Il y a des avocats en droit public qui vont pouvoir vous assister sur le volet avec la mairie s'il y a des difficultés d'interprétation de ce que la mairie vous dit, ou des difficultés avec la demande d'autorisation d'ouverture d'un ERP, par exemple. Euh, et puis pour tout ce qui est de la mise en conformité avec le règlement de sécurité, ça peut aussi très bien être des avocats en droit de la construction.
parce que souvent, ils ont à se confronter à ces problématiques-là. Et en principe, ils ont une bonne connaissance des obligations d'accessibilité, par exemple, d'issues de sécurité, etc. Donc, il y a plusieurs profils d'avocats qui peuvent avoir simplement une approche. Je pense que ces 3 avocats-là pourraient avoir une approche très complémentaire, en fait. Donc, c'est à voir en fonction de la nature exacte de la question que vous posez. Super. Alors nous arrivons à la fin de cette interview et j'ai pour habitude de demander dans quel gîte ou chambre d'hôte vous souhaiteriez séjourner le temps d'un week-end. Alors, j'ai pas un gîte particulier en tête, mais par contre, je suis le compte de Anne de Ethic Hotel, qui retrace un certain nombre de... Et je pense que le jour où il faut choisir et le jour où je peux à nouveau me reprojeter sur des vacances, ce qui n'est pas le cas actuellement, c'est clairement sur sa page que je vais aller piocher parce qu'il y a l'air d'en avoir un certain nombre de petites merveilles sur son compte. Oui, il y a des pépites, j'y suis aussi, je m'inclus dedans. Très bien. Non, mais c'est effectivement donc c'est un annuaire collaboratif sur des établissements engagés pour l'environnement et c'est très riche, elle se développe très vite et c'est très encourageant. Et elle a participé également au podcast. D'accord, très bien. Mais oui, je trouve que c'est d'autant plus important, surtout quand finalement on prend un gîte ou une maison d'hôte, c'est pour faire local. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'y irai. Et donc c'est d'autant plus sympa de savoir qu'on investit un petit peu à notre façon dans des projets, qui sont en ligne avec certaines valeurs, quoi. Tout à fait. Comment nos auditeurs peuvent-ils vous contacter ? Eh bien, ils peuvent me contacter par mail ou par téléphone. Mes coordonnées sont sur l'annuaire des avocats au barreau de Toulouse et aussi sur mon site internet. Je ne sais pas si vous le mettrez dans une Je le mettrai description dans de les notes, l'épisode. ouais. Ou alors sur Instagram. C'est une réponse peut-être inhabituelle, mais j'ai pas mal de personnes qui me demandent des rendez-vous sur Instagram maintenant. Donc c'est aussi une possibilité. Ouais. Parfait, tout sera dans les notes de l'épisode. Un grand merci Cindy, j'ai beaucoup aimé échanger avec vous et je suis certaine que les auditeurs apprécieront tous ces conseils. Je vous remercie pour votre temps et vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous en prie, bonne journée à vous. Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non ? Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast, c'est pareil. Aussi, je vous serai très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. À très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte.